Au tout début du XIXe siècle, à la suite de l'Angleterre, la France s'industrialise de plus en plus rapidement. Les fabriques, les usines se multiplient et se développent. Faire fonctionner cette économie nouvelle nécessite de trouver d'importantes sources d'énergie. Alors, dans diverses régions, on commence à creuser pour extraire le charbon ou l'anthracite. Débutée avant la Révolution dans le bassin du Forez, près de Saint-Étienne, l'extraction s'intensifie rapidement. Autour du Massif central, en premier, le Creusot et Montceau-les-Mines en Bourgogne et Commentry dans l'Allier. Puis au sud, c'est la Grande Combe dans le Gard et Decazeville dans l'Aveyron. Mais aussi dans le nord, où Anzin, Douchy-les-Mines et Denain sont les sites les plus connus. La plupart du temps, les mines sont associées aux forges, à la métallurgie ou à la verrerie parfois. Dans l'ouest, le bassin houiller Sarthe-Mayenne offre un combustible de moindre qualité. Après une tentative dès 1823, l'exploitation minière à l'Huissery a réellement débuté en 1830. Ce gisement carbonifère est connu depuis longtemps. Il se situe à l'ouest d'un grand bassin qui s'étend côté est jusqu'à Sablé-sur-Sarthe. À l'époque, il est reconnu comme étant l'un des plus importants de France par son étendue. L'affleurement du charbon est visible. Après plusieurs sondages des sols, des petits entrepreneurs locaux constituent des sociétés comme celle créée par M. Triget sur le site de l'Huissery. Cependant, au manque de capacité à investir dans un équipement technique coûteux mais nécessaire, s'ajoute la rencontre de filons moins exploitables qu'espérés. De plus, la concurrence est vive. Alors, des regroupements sont réalisés. Et c'est la Société des mines de la Mayenne et de la Sarthe, déjà bien implantée dans ce bassin houiller, qui rachète la concession existante. Sur la même période, en limite des communes de l'Huissery et de Montigné, une autre concession est acquise par une nouvelle société, la Société des mines de Montigné. Mais revenons à la première compagnie. L'exploitation minière commence sur un secteur situé au sud du bourg de l'Huissery, entre la ferme de la Tonnerie et l'actuelle voie de contournement. En 1853-54, on creuse un premier puits, on appelle cela foncé, c'est le puits Sainte-Barbe, du nom de la sainte patronne des mineurs. Puis, un deuxième puits dénommé Saint-Charles. Quelques années plus tard, en suivant le filon carbonifère, la société crée alors un nouveau centre d'extraction vers le nord, sur le secteur de l'Angerie. Ici, le puits de l'Angerie sert à l'extraction et le puits Édouard à l'épuisement. L'épuisement consiste surtout à canaliser ou à pomper l'eau d'infiltration, mais aussi celle des nappes souterraines, et éviter ainsi l'inondation des galeries. Mais le rendement n'est pas toujours aussi satisfaisant que prévu. Alors il y aura des allers-retours entre les deux sites. À l'Angerie, sur la propriété de M. Gauthier, il reste un vestige bien dissimulé. Quand ils ont fermé la mine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout bouché ici avec des cailloux et dedans c'est bouché avec de la terre de briques. C'est de la terre, c'est de l'argile particulière. Donc tout était bouché ici, personne ne savait, ne connaissait le système. Et c'est moi, quand j'ai débouché tous les cailloux qu'il y a là-bas, c'est là que j'ai découvert ce passage-là. C'est resté net, clair et impeccable, le truc. Et les gars faisaient ça, donc on a à peu près 15 mètres de galerie. Jusque-là, on voit bien, là, jusque-là, faut se baisser. Mais à partir de là, c'est bon, hein, on n'a pas 1m80, on a 1m70 et tout. Et normalement, c'est bien conservé. Bon, même s'il y a quelques briques qui commencent à bouger, mais c'est à cause de l'infiltration, hein, c'est obligé. Il ne faut pas oublier que ça a quand même été fait dans les années 1850 quelque chose, et ça fait quand même pas mal d'années que c'est là. Hein. Mais attends, c'est encore resté bien solide.
Ce boucher, alors on arrive au passage important, parce que tout est ferraillé là. Voilà, tu vois, c'est ferraillé, donc ça veut dire qu'on arrive à un passage de l'entrée de la fosse, je suppose. Hein. Oui. Enfin, tout ça, c'est plein de flotte, hein, faut pas l'oublier, c'est plein d'eau. De son côté, à la même période, la Société des mines de Montigné réalise ses premiers sondages dans les secteurs de la Poulinière et de la Grange, situés sur la commune de Montigné. Cependant, avant d'extraire le charbon, le temps de forage est long et on rencontre d'autres problèmes, comme l'exprime M. Léon Moreau, administrateur délégué, lors de l'Assemblée générale des actionnaires en juillet 1858. Messieurs, depuis plus de 4 ans, nous sommes en travaux. Il nous a fallu équiper, forer et traverser les couches avant d'arriver au charbon. Au Puy du Bois, le forage a bien marché plusieurs mois, mais des sources importantes ont surgi tout à coup. Il nous a fallu extraire plus de 4000 hectolitres d'eau par jour. Nous avons subi une avarie de pont. Il nous faut une machine plus puissante. Un peu réticents à l'idée d'investir de nouveau, les actionnaires acceptent finalement de remettre la main au porte-monnaie. L'eau d'infiltration contrarie aussi gravement l'extraction du charbon, et particulièrement pendant la saison hivernale. Pour pallier ce problème, les ingénieurs dirigeant les deux sociétés minières recherchent des solutions à l'épuisement des galeries. Ils utilisent des pompes de plus en plus puissantes et cherchent à détourner cette eau souvent acide. Et cette eau-là, elle était agressive. Et à l'époque même, il y a eu des procès parce que ça allait par le ruisseau dans le coin d'un élier. Tu vois, le ruisseau de la mine, ça s'en allait là-bas, mais le poisson le savait. Alors il y a eu des procédures à l'époque. Cependant, lors de l'assemblée suivante, en février 1859, le puits du Sud et le puits du Pré, messieurs, sont pour nous objets de tourments et d'anxiété. Car la couche disparaît brutalement à quelques mètres du point où il affleurait. La question d'abandonner l'extraction se pose. À cette époque, les ingénieurs foncent les puits un peu à l'instinct, car ils ne disposent pas d'instruments performants et surtout, l'histoire géologique de la Terre est bien mal connue. Une ancienne habitante de l'Huisserie, Madame Jamois, interrogée en 1995 lors de la réalisation de la brochure sur l'histoire de l'Huisserie, posait la question à l'enquêtrice. Il y a quelque chose que je voulais vous demander. Est-ce que vous savez comment se produit le charbon au sous-sol? Eh bien, moi, on a toujours dit, j'entendais ça à mes parents et aux mineurs, eh bien, on nous disait que c'était des forêts entières qui étaient enterrées dans le sous-sol, dans des volcans ou comme ça, qui fabriquaient le charbon, parce que le charbon se nourrissait au sous-sol. Mais alors, qu'en pense la géologie du XXIe siècle? Cette histoire nous ramène très loin dans l'histoire de notre Terre, à environ à l'ère primaire. Il y a 350 millions d'années, et à cette époque, des plaques de la lithosphère, séparées les unes des autres, migrent les unes du sud, du proto-Gondwana, vers le nord, vers la Laurentia. Ces plaques vont progressivement se collisionner les unes aux autres pour former, à la fin de l'ère primaire, il y a 230 millions d'années, ce qu'on appellera la Pangée. Mais au cours de tous ces déplacements, des océans se ferment, des fissures apparaissent, des failles se forment et des bassins, des zones vont s'effondrer, des cassures vont apparaître au niveau lors de ce rapprochement. Ces zones vont entraîner des cassures qu'on appellera des failles, des cisaillements. Ces cisaillements vont se faire en différentes directions. Ils vont entraîner l'effondrement de ces fonds océaniques ou proches continentales en forme qu'on appelle de touches de piano. Toutes ces zones en creux vont être des points dans lesquels vont pouvoir venir s'accumuler des matériaux qui sont sur les continents voisins. Et ces continents voisins vont donc envoyer dans des zones de bassin de Châteaulin, bassin de Laval, dont celui de l'Huisserie en particulier, ou de celui d'Ancenis plus bas, vont recevoir des matériaux qui viendront des continents proches. Progressivement,
Ces matériaux vont être emportés vers des fonds plus ou moins profonds, parfois des zones très profondes, et on pense que sur l'Huissery, on avait une zone assez profonde qui a pu recueillir un ensemble de matériaux, de végétaux, qui existaient sur les masses continentales proches. Cependant, en juin 1859, quelques mois après la question de l'arrêt de l'activité, M. Bignon, ingénieur-directeur, apporte des meilleures nouvelles. En effet, il a réalisé des sondages dans un nouveau secteur de la concession, près du village de la Plaine, sur la commune de l'Huissery. Nous sommes installés dans le champ Herrier, à 50 mètres du chemin des Charbonniers. Le puits de l'Ouest est entré dans le charbon à 18 mètres et il l'a suivi jusqu'à 28 mètres de profondeur. 2 semaines plus tard, le puits de l'Est trouvait le même gîte à 44 mètres et ne le quittait qu'à 57 mètres. Dans ce secteur, on creusera 2 autres puits, le Magenta et le Montigné, aussi appelé puits Toutain, du nom d'un important ingénieur. Ce dernier forage exploite la couche en dessous de 60 mètres. En 1869, au Bocage, il est creusé un autre puits pour évacuer le remblai. En 1872, sur 5 étages, il atteint la profondeur de 208 mètres. C'est la profondeur maximum atteinte sur l'Huissery-Montigné. À compter de 1875, un nouveau secteur est exploité, celui de Pierre Blanche. On fonce le puits du bois, rebaptisé Moreau, du nom de l'administrateur décédé en 1892, et le puits Perrault. C'est à cet endroit que l'on peut voir les anciens vestiaires. À cette époque, il est créé un rail emmenant les wagonnets de charbon vers la gare de Port-Sec. Nous ne connaissons plus son trajet exact. On sait seulement qu'il empruntait le creux du terrain près du village de la Grange. Nous reparlerons de cette gare de Port-Sec dans le prochain document. Pendant toute cette période, les machines permettant l'extraction du charbon fonctionnent à la vapeur. Il faut donc trouver une eau saine qui ne dégrade pas ces machines. La Société des mines de Montigné décide de creuser des bassins en récupérant l'eau pluviale des alentours. C'était des réserves d'eau pour la mine. Voilà pourquoi ils ont été construits. Parce qu'ils avaient besoin d'eau. Et quand on avait des étés secs, ils étaient forcés d'aller chercher l'eau à la Mayenne avec des tonnes. Alors il avait construit les bassins pour récupérer l'eau d'hiver, pour avoir une réserve sur place. Ça a été construit pour ça. Il y avait les 2 bassins carrés, ils ont emmuré autour, oui. Ils ont enduit et l'eau reste toujours dedans quand même. À partir de 1909, la Compagnie des mines de Montigné fait construire une centrale électrique à l'écluse de Persigan sur la Mayenne. L'électricité est ensuite acheminée jusqu'aux mines. Elle assurera désormais le bon fonctionnement des machines. En 1913, la compagnie estime que la veine est épuisée. Elle décide d'investir l'espace compris entre les 2 concessions et dont elle a racheté les droits en 1906. Ainsi, pendant près de 60 ans, le sous-sol de la Plaine, de Langerie et des environs aura été truffé de trous verticaux et horizontaux de plus en plus profonds. Un gruyère qui, finalement, se sera montré bien productif.